Allez, il est midi, nous allons commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire consacrée à la prise en charge des maladies rares dans notre région. Euh, je laisse ce webinaire est modéré par le docteur Sacomano, qui est médecin vasculaire et président de l'URPS, médecins libéraux PACA. Juste petit rappel, ces webinaires sont enregistrés et seront mis en ligne par la suite sur la page YouTube du CHU de Nice dans un emplacement dédié aux maladies rares. Voilà, je vous laisse la main, docteur Sacomano. Bonjour, merci pour cette invitation et pour cette idée originale de création de ces webinaires. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des syndromes neurologiques paranéoplasiques et encéphalite auto-immune avec le docteur Véronique Bourg, alors qui est neurologue, épileptologue, responsable de la neuro-oncologie, qui inclut la prise en charge à la fois des tumeurs cérébrales primitives, des complications neurologiques des cancers et qui assure la responsabilité de l'unité d'hospitalisation conventionnelle de la RCP de neuro-oncologie, du CHU, du CAL, du CHE, du CHPG et des 3 centres, et notamment du centre de compétences et d'excellence clinique qui ont été labellisés par l'INCa. Donc, si j'ai oublié quelque chose, docteur Bourg, n'hésitez pas à compléter, mais je pense que la liste est déjà très importante. Et donc, nous allons vous laisser éventuellement redire un petit mot de présentation sur vous. Et sinon, je vous laisse démarrer votre intervention. Bonjour, merci, bonjour à tous. Donc, oui, donc je suis Monsieur Sacomano a mis une grande liste de choses que je fais, que j'essaye de faire, en sachant que tout ça est un travail d'équipe, notamment, comme on va le voir, pour la prise en charge de ces pathologies rares. Donc on va peut-être entrer, directement dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que c'est que ces maladies? Donc ce sont des maladies très rares, dont l'incidence, est pas complètement bien déterminée, puisque ça correspond à plusieurs types de présentations, comme on va le voir. Mais en gros, pour, juste les encéphalites, c'est 5 à 10 cas pour 100 000 habitants par an. Donc ça veut dire qu'on a, dans le département, une vingtaine, de cas d'encéphalite auto-immune, chaque année. Ce sont des maladies qui peuvent être déclenchées par un cancer et qui vont provoquer soit un blocage, soit une destruction du système nerveux central ou du système périphérique, et parfois des 2. Ça entraîne des symptômes neurologiques assez variés qui peuvent être moteurs, sensitifs ou cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire ou de la pensée. Et il y a 2 types d'évolution, on va dire, une qui est souvent, heu, de mauvais pronostics avec, ces maladies où il y a une destruction, hein, du système nerveux, et qui sont souvent associées à un cancer. Et en fait, les patients peuvent mourir soit de cette complication neurologique, soit de leur cancer. Et une, où le blocage est réversible et où, avec les traitements, on peut espérer une récupération complète et une guérison sans même nécessiter d'être suivi à long terme. Donc l'objectif numéro un, c'est de diagnostiquer ces pathologies et de les prendre en charge le plus rapidement possible, puisque parfois, avec les traitements, on peut arrêter, l'aggravation de ces symptômes neurologiques. Donc, c'est l'objectif numéro un, c'est d'arriver à faire le diagnostic et ensuite de mettre en place le traitement le plus rapidement possible, que ce soit un traitement qui va jouer sur l'immunité générale ou un traitement du cancer s'il y a un cancer associé. Donc, quand est-ce qu'il faut y penser? Il faut y penser à tout âge. Cela peut concerner l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte et puis les sujets âgés. Ce sont des symptômes qui, en général, apparaissent en quelques jours ou quelques semaines et qui peuvent associer ou être concentrés sur plusieurs sphères. Donc ça peut être des troubles cognitifs ou d'allure psychiatrique, ça peut être des crises d'épilepsie, des mouvements anormaux, des troubles du sommeil, des signes d'atteinte du système nerveux périphérique ou des muscles, avec soit un tableau de ce qu'on appelle de neuropathie périphérique, avec des troubles sensitifs ou moteurs, ou bien un syndrome myasthénique. Ces patients, donc, qui vont être vus soit en consultation, soit arriver par des tableaux très violents par le service des urgences ou par les services de réanimation,
ou être déjà hospitalisés pour une pathologie, notamment un cancer en cours de traitement. Donc en fait, on peut se poser cette question un peu dans toute situation médicale, c'est-à-dire le médecin généraliste qui voit un son patient habituellement, ou le médecin spécialiste, ou des structures déjà hospitalières. Donc les patients nous sont référés partout ces possibilités. Devant le développement de ces prises en charge, le réseau en fait a été labellisé cette année avec donc un centre de référence qui est à Lyon et des centres de compétences qui peuvent être plus ou moins importants. Et nous, en fait, on est le seul centre de la région PACA. Donc, on a une RCP qui s'est créée récemment, qui inclut les collègues de Marseille notamment, et qui se fait un lundi sur 2, et qui associe des neurologues, des réanimateurs, un interniste, des neuroradiologues. Et on peut donc nous adresser des demandes de discussion de patients à la phase pré-diagnostic, en fait. Ne serait-ce que pour se poser la question, est-ce que ça peut être un syndrome paranéoplasique ou une encéphalite auto-immune? Donc, cette ERCP, elle va confirmer la suspicion diagnostique, guider les explorations qui peuvent être faites par le médecin qui adresse le patient dans son service ou même en libéral, ça dépend des tableaux cliniques, et ou parfois dans le service. On va proposer une prise en charge qu'on appelle de première ligne. Et puis, tous les dossiers complexes, eux, ils vont être discutés ensuite en RCP nationale, qui est, elle, également un lundi sur 2 en alternance avec la nôtre. Donc, quand on suspecte ces maladies, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en général des explorations complémentaires avec des tests neuropsychologiques, une imagerie, souvent une IRM cérébrale, un électroencéphalogramme, des bilans biologiques, toujours une ponction lombaire et éventuellement un électromyogramme, enfin d'autres choses. Donc ça peut se faire selon le tableau clinique, soit plus ou moins en externe, on va dire, soit au cours d'une hospitalisation. Le but étant d'identifier l'anticorps responsable de la pathologie, de confirmer le diagnostic, puis ensuite de mettre en place la prise en charge. Ces anticorps donc, qui sont responsables de ces symptômes, on en distingue deux types. Ceux qui sont, on va dire, très méchants, qui sont à droite, donc que j'ai symbolisé avec Dark Vador, c'est ceux qui vont détruire le système nerveux, et ce sont des anticorps dirigés contre un antigène neuronal intracellulaire. C'est ceux qu'on connaît depuis le plus longtemps. Et puis des anticorps qui ont été identifiés ces 20 dernières années, qui eux sont dirigés vers un antigène de surface, et eux vont juste faire un blocage sans destruction, et donc c'est une dysfonction du neurone qui est réversible. Les anticorps qui entraînent une destruction sont en général associés à un cancer, et ça correspond au syndrome neurologique paranéoplasique qu'on connaît depuis une centaine d'années. Donc ce sont des maladies rares qui touchent environ 1% des patients qui souffrent d'un cancer, et ça tout au long de l'évolution de leur maladie. Ça peut précéder, accompagner, suivre l'évolution du cancer et de ses traitements. C'est décrit, donc, ce que je vous ai dit, depuis environ un siècle. Ce sont des tableaux neurologiques souvent assez typiques. Le diagnostic va reposer sur la détection de ce fameux anticorps, soit dans le sang, soit dans le liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire par ponction lombaire. Et là, ce sont des prises en charge assez complexes, puisqu'on doit associer le traitement du cancer, s'il est actif, et du syndrome paranéoplasique. Et là, malheureusement, le pronostic reste souvent défavorable, soit sur le plan d'une mauvaise récupération neurologique, soit même sur le plan vital. Donc ces syndromes sont assez bien connus, et là, notamment quand il s'agit d'une néoplasie déjà connue, ces patients sont souvent référés par leur oncologue, mais ça peut aussi apparaître avant qu'on diagnostique le cancer, et ça va aussi faire partie de notre travail de trouver cette néoplasie sous-jacente. Ces maladies
qui correspondent à ces anticorps de mauvais pronostic peuvent être aussi parfois associés à un traitement par immunothérapie anticancéreuse. Donc, ces traitements d'immunothérapie ont révolutionné ces dernières années le pronostic de certains cancers, comme tout le monde le sait, mais peuvent parfois s'accompagner de complications auto-immunes et déclencher ou révéler, on ne sait pas trop, un syndrome neurologique paranéoplasique. Donc, ces immunothérapies peuvent être responsables de pas mal de complications auto-immunes, notamment thyroïdiennes ou cutanées, mais qui sont en général de bons pronostics, et peuvent aussi déclencher des complications neurologiques. Mais là encore, finalement, la prise en charge, le diagnostic est souvent rapidement posé, puisque ces patients sont déjà en cours de traitement, et c'est en général l'oncologue qui va nous alerter assez rapidement sur le fait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas lié directement à la tumeur. Pour ces discussions de cas complexes, en plus de la RCP nationale qui est associée à la nôtre, il y a une RCP dédiée à la toxicité des traitements oncologiques. Donc là, je vous ai mis les coordonnées de cette RCP qui est assez complète. L'autre grand volet, ce sont ce qu'on appelle les encéphalites auto-immunes. Donc ça, ce sont des maladies identifiées beaucoup plus récemment, depuis une vingtaine d'années, on va dire, qui sont beaucoup plus rarement associées à un cancer, avec des anticorps qui sont plus difficiles à identifier, notamment avec les kits commerciaux qui sont maintenant disponibles dans la plupart des laboratoires. Et là, on a une nécessité, si on est à peu près sûr du diagnostic ou de la suspicion diagnostique, d'envoyer des échantillons biologiques au centre de référence de Lyon pour confirmer la présence d'anticorps. La plus emblématique de ces encéphalites, c'est l'encéphalite au récepteur au NMDA. C'est une maladie qu'on a vu apparaître, en tout cas décrite autour de 2006, avec des cas de jeunes femmes, mais ça peut aussi concerner des enfants ou des adolescents qui présentaient des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des mouvements anormaux, des crises d'épilepsie, des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma et une dysautonomie sévère, c'est-à-dire des dysfonctions de la tension, du rythme cardiaque, très dangereuses. Jusqu'à 70% des patients font un séjour en réanimation. Et parfois, c'est associé chez la jeune femme à une tumeur bénigne qui est un tératome ovarien. Et ce qui est particulier, et surtout ce qui a été révolutionnaire pour les neurologues, c'est que ces patients peuvent guérir dans la majorité des cas s'ils sont pris en charge et s'il n'y a pas de complications à la phase la plus délicate. Puisqu'il y a quand même toujours une mortalité qui peut aller jusqu'à 10%. Et donc, certains de ces patients ont témoigné. Il y a eu un film, alors qui n'est pas très, très bien fait, mais bon, qui a été fait par une journaliste qui a été atteinte de cette maladie. Et donc, les patients guérissent. Vous avez en bas à droite la première patiente qu'on a traitée il y a maintenant plus de 15 ans. Donc à côté, c'est sa photo en réanimation et sa photo quelques mois plus tard. Donc c'est une dame qui a récupéré une vie professionnelle, personnelle, tout à fait normale. Il y a une association de ces patients qui s'est mise en place assez récemment et qui a sur son site des informations très pertinentes, très intéressantes. L'autre encéphalite très fréquente, on reste toujours dans du très rare, mais c'est l'encéphalite LGI1 qui va toucher plutôt des hommes, plutôt après 60 ans, qui vont présenter des épisodes assez stéréotypés, qui peuvent être pris pour ne sont pas, et des troubles cognitifs avec un oubli à mesure qui est très impressionnant. Et là aussi, ces patients peuvent récupérer complètement sous traitement et reprendre une vie normale. Depuis 2004, donc, on a eu une multiplication de la description de ces anticorps. Il y en a à peu près un qui est décrit tous les 6 à 8 mois actuellement, associé à chaque fois à des tableaux neurologiques
particulier. Donc, on a pour nous aider beaucoup de publications et des tableaux plus ou moins digestes qui permettent de savoir si le patient peut avoir tel anticorps quand il a tel trouble. Le point commun, c'est que c'est toujours des maladies qui évoluent très vite, en quelques semaines, et des traitements qui peuvent bien marcher, donc qui vont associer en général de la cortisone et des traitements immunomodulateurs et parfois des traitements immunosuppresseurs pendant plusieurs mois, mais avec en général une bonne récupération sur le plan neurologique. Donc, ces cas un peu complexes, on les discute donc aussi en RCP national, donc 2 fois par mois, et en alternance avec la RCP régionale. L'objectif numéro 2, on va dire, c'est de poursuivre la recherche et de collaborer à la recherche sur ces maladies qui sont, comme vous l'avez compris, assez nouvelles, en identifiant des nouveaux biomarqueurs. Donc, on a actuellement au moins un nouvel anticorps qui est décrit chaque année. Et on découvre donc des nouvelles pathologies avec de nouvelles sémiologies. Ce suivi en réseau qui est très bien organisé depuis une vingtaine d'années a permis à la France d'être leader dans la connaissance de ces nouvelles maladies avec un centre de référence national dirigé par le professeur Honora qui a entraîné une collaboration importante et qui permet de faire des publications où tous les centres qui envoient des patients ou des échantillons peuvent collaborer. Et récemment, il y a des nouveaux anticorps qui ont été découverts, qui déclenchent des maladies qui ressemblent beaucoup à des maladies dégénératives, comme une maladie de Parkinson ou une maladie d'Alzheimer. Et peut-être que par le biais de l'étude de ces maladies, donc qui sont très rares, on va peut-être pouvoir faire des progrès dans la progression de la genèse de ces maladies dégénératives. Donc ça, c'est peut-être plus tard. Donc, en conclusion, ce sont des pathologies qui nécessitent un diagnostic assez rapide et une prise en charge pluridisciplinaire. Et ce qui est très important, voilà, c'est que d'évoquer le diagnostic peut permettre souvent au moins d'améliorer le statut neurologique du patient avec un traitement ou bien de le guérir complètement. Et j'ai terminé. Merci de votre attention. S'il y a des questions. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire. Donc, on est parfait dans le timing. On a 10 petites minutes pour envisager de poser des questions. Donc, je propose aux participants soit de poster sur le chat directement vos questions et Sabia va les reprendre. Donc, pendant que éventuellement vous commenciez à le faire, moi, j'ai une première petite question extrêmement pratique, puisque c'est le but de ces webinaires, c'est de mettre en contact le monde, notamment libéral et hospitalier, et de savoir comment solliciter au mieux ces centres de référence. Vous nous avez noté tout à l'heure l'adresse mail. Qu'est-ce qui est important de signifier lorsqu'on sollicite un avis? C'est les renseignements cliniques, l'histoire du patient. Est-ce qu'il y a des choses particulières à préciser? Oui, c'est surtout ça, hein, c'est des pathologies, voilà, si on y pense, c'est bien de présenter le cas. Après, nous, on dira oui, ça peut y faire penser ou non, ça fait penser à autre chose. On est souvent sollicité, par exemple, par l'équipe du centre mémoire qui voit des patients avec des troubles cognitifs, des fois un peu atypiques, ou par les équipes de psychiatrie. Dès que c'est un peu atypique par rapport à ce qui est attendu de la pathologie habituelle, on va dire, on, on nous adresse le patient. Nous, on va parfois déjà dire bon, non, ça ne ressemble pas, ou bien on dit bon, on fait un premier bilan et puis on voit ce que ça donne. Ouais. Donc, l'important, c'est de faire le diagnostic. Après, c'est des maladies qu'on cherche, on ne trouve pas toujours, mais bon, parfois on va déboucher sur autre chose, mais ce n'est pas très grave. Merci. Sabia, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, non. Moi, j'avais une question.
Dans votre présentation, en fait, moi, je me demandais quel est le lien que vous avez avec la médecine de vie, comment vous interagissez, est-ce que le médecin traitant intervient dans la prise en charge de vos patients une fois qu'ils sont arrivés dans votre centre? Est-ce que les patients, en fait, sont pris nécessairement que par le centre ou est-ce qu'il y a un relais par le neurologue libéral, par exemple? Voilà, comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, c'est rare que les patients soient référés par le médecin généraliste. En général, ils Mhm. vont être référés par un spécialiste, par exemple un neurologue libéral. Il y a des choses qui peuvent être faites dans le bilan. Ça va dépendre de la situation du patient. Soit on est dans quelque chose qui se dégrade très vite et en général, il faut hospitaliser et lancer les explorations. Soit on est dans quelque chose qui paraît être d'évolution plutôt lente et le neurologue va déjà lancer une partie des explorations. Donc, et ensuite, on réadresse. Alors, quand le patient a besoin d'un traitement très spécifique, en général, on va le suivre dans le centre, le prendre en charge dans le centre, en collaboration avec le neurologue libéral. Et bien entendu, le médecin traitant, il est très important pour gérer, alors pas forcément la décision de tel ou tel traitement, mais tout ce qui peut être complication de ces traitements immunosuppresseurs ou autres et aider à la prise en charge au domicile parce que parfois c'est compliqué, hein. C'est des patients qui ont des troubles cognitifs, qui ont des troubles du comportement, donc quand ils peuvent être à domicile, le médecin traitant, il est fondamental. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions au niveau du chat. Donc, on va se laisser encore quelques instants. Tout à l'heure, vous rappeliez l'incidence de ces cas, c'est à peu près une vingtaine que vous recevez du département chaque année? Oui, à peu près. À peu près pour les encéphalites. Après, pour les syndromes neurologiques paranéoplasiques, c'est plus difficile de savoir parce que là, on n'a pas toujours besoin de prendre le patient. Le diagnostic peut être porté par l'oncologue. Enfin, ça dépend un peu du cadre. Là, le taux d'incidence est beaucoup plus difficile à déterminer. Ok. Que J'avais une autre question. Quelle est par rapport au centre, à votre centre, par rapport à vous, en fait, en tant que professionnel hospitalier dans votre centre, quelles est en fait les difficultés que vous rencontrez par rapport, quels sont vos besoins, quels sont vos besoins en fait par rapport à la médecine de ville ou même toute autre structure médico-sociale par rapport à la MDPH, par rapport enfin, quels sont vos besoins, les difficultés que vous rencontrez pour la prise en charge de vos patients? Alors, ce qui peut être très compliqué, c'est pour les patients qui ont des troubles du comportement, c'est d'avoir des structures de prise en charge quand le domicile est pas possible, puisqu'on manque de SSR sur la région. On manque de SSR pour accueillir des jeunes patients et ça c'est vraiment ça c'est peut-être la chose la plus compliquée à gérer. C'est que, c'est des pathologies aussi pas très bien connues. Donc, pour la MDPH, par exemple, c'est compliqué là. Les jeunes patients qui ont une encéphalite NMDA, au moment de l'encéphalite, ils ont besoin d'une prise en charge, au départ souvent hospitalière, très spécialisée. Puis ensuite, à domicile, c'est compliqué d'avoir des aides au moment où on en a besoin, puisque c'est des gens. Là, le dernier patient qu'on a eu qui était très sévère, je pense qu'on l'a gardé hospitalisé au moins 4 mois avant qu'il puisse aller chez lui. Il n'y avait aucun SSR qui l'acceptait. Et finalement, les aides, les parents de ce jeune homme les ont eues quand il commençait à récupérer. Et puis bon, maintenant, il travaille. Finalement, c'est presque maintenant qu'on lui propose des choses alors qu'il a repris une vie normale et qu'il travaille. Donc il y a un problème de timing pour avoir des auxiliaires de vie, des choses comme ça. C'est-à-dire que quand vous envoyez un dossier MDPH, il y a 4 mois d'instruction et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Et voilà, ça, c'est un peu la difficulté de manquer de procédure d'urgence pour ces jeunes patients. C'est le cas pour toutes les pathologies des jeunes, hein. C'est assez compliqué. Alors, j'en profite pour rappeler d'ailleurs que la ville se structure également avec des communautés professionnelles territoriales de santé qui sont justement des centres de ressources aussi
pour essayer de collaborer au mieux au domicile des patients et de faire communiquer l'ensemble des professionnels de santé pour assurer une prise en charge quand effectivement on a des difficultés d'hospitalisation ou de prise en charge autres. Il y a aussi des dispositifs d'appui à la coordination. Je ne sais pas si une personne d'un DAC veut prendre la parole par rapport à ça. Je vois qu'il y en a une ou deux qui sont déjà connectés. Bon, voilà. Oui, oui. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est juste que ça a coupé et je n'ai pas entendu la question, en fait. Je veux bien répondre, mais j'ai une très mauvaise connexion. Peut-être le rôle que les DAC peuvent assurer dans la prise en charge des patients pour leur favoriser leur retour à domicile. Bah, effectivement, donc moi, c'est DAC Cap-Azur Santé. Donc, on est plutôt sur l'ouest du territoire des départements 06. Oui, nous, effectivement, notre rôle, c'est de faire de la coordination pour tout type de pathologie, de situation, d'âge. Donc, bien sûr qu'on peut effectivement préparer, en tout cas, ou aider à la préparation du retour à domicile. On ne vous entend pas, docteur Saccomanno, votre... Ça sera aussi important de redonner les liens de ces webinaires justement pour que les DAC et les CPTS ou autres structures d'exercice coordonné puissent bénéficier de tous ces renseignements et solliciter par les adresses mail qui ont été mentionnées éventuellement ces avis hyper spécialisés. S'il n'y a pas d'autres questions, Sabia, peut-être un petit mot de conclusion. Donc, merci beaucoup, docteur Saccomanno, toujours d'accepter de modérer encore une fois ce webinaire. Merci, docteur Bourque, pour votre présentation. Et je voulais juste insister sur l'importance, oui, du lien entre la ville et l'hôpital, parce que c'est très très important en fait le travail conjoint qu'on peut faire, que ce soit grâce à vous, à vos réponses avec l'URPS, les médecins libéraux PACA, et il y a également les CPTS. Vous disiez les DAC qui répondent assez rapidement, assez favorablement. Il y a les équipes relais handicap rare. On est très en lien avec eux. Ils sont très, enfin, voilà, ce lien-là doit continuer et on espère avec ces webinaires contribuer à faire connaître les prises en charge en fait qu'on a ici et rapprocher au maximum les personnes, sans oublier aussi les associations de patients et les patients eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci et bonne poursuite d'été. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au bon revoir. été. Au revoir.